Le 20 août dernier, lors de notre précédente allocution, je vous avais annoncé que la gravité de la situation exigeait d'adopter les mesures les plus contraignantes que nous autorise l'état d'urgence sanitaire qui a été instauré le 12 août pour la Polynésie française. En effet, depuis le 30 juillet, nous n'avons pas cessé de durcir les mesures de freinage de l'épidémie. Interdiction des rassemblements sur la voie publique, de toutes les possibilités de regroupement, couvre-feu, fermeture de tous les magasins non essentiels à la vie quotidienne, fermeture des écoles, déplacements soumis à motif impérieux. C'est donc un confinement rigoureux qui est aujourd'hui en application jusqu'au 6 septembre. Je sais que vous êtes inquiets pour vous-même, pour vos proches, et que tout le monde suit avec cette inquiétude l'évolution des chiffres de la pandémie sur notre territoire. Et vous savez donc que le nombre de contagions a augmenté considérablement la semaine dernière et que les structures de soins sont au maximum de leur capacité et sont même au-delà de leur capacité théorique. Aujourd'hui, 388 personnes sont hospitalisées. Elles étaient 329 le 20 août au moment de notre allocution. Aujourd'hui, 44 personnes sont en réanimation au CHPF. Elles étaient 38 le 20 août. Mais surtout, le décompte des disparus se poursuit. Nous avons plus de 300 personnes qui sont décédées du Covid depuis la reprise de l'épidémie. Et cela nous affecte tous. De très nombreuses familles sont en deuil, parfois de plusieurs de leurs membres. Désormais, presque tout le monde en Polynésie française a perdu un parent, un ami, une connaissance. Mais ces morts, trop nombreux, affectent également profondément la communauté des soignants, qui ne peuvent se résoudre à voir de si nombreux patients échapper aux efforts qu'ils déploient pour les soulager et les rétablir. À tous, je veux dire mon admiration pour la force morale et la dignité dont ils font preuve depuis ces dernières semaines. Il n'y a pas un seul jour où mes pensées ne sont pas tournées vers ceux qui souffrent et je leur adresse tout mon soutien. Les mesures de freinage qui ont été décidées dès le 30 juillet, puis renforcées le 5, le 11, le 17 et enfin le 20 août, se sont heurtées à la fulgurance du variant Delta qui a su profiter de chaque faille, de chaque relâchement, de chaque retardataire à la vaccination, il faut bien le dire. Toutefois, il semble que depuis le début de la semaine, le nombre de contaminations augmente désormais moins vite. Rien n'est acquis, rien n'est sûr en la matière. Il faut se garder de toute vision trop optimiste. Mais il faut espérer que la combinaison des effets des mesures administratives et de l'augmentation des vaccinations commence à porter ses premiers résultats. Il est encore trop tôt pour en tirer des conclusions positives. Alors c'est certainement dû à la réduction drastique des occasions de rassemblement et de déplacement. Mais si le nombre de cas actifs paraît se stabiliser, c'est à un niveau d'une extrême gravité. Dans certaines îles, le nombre de cas actifs s'est stabilisé à un niveau très haut, et je pense notamment aux îles sous le vent. Aussi, notre situation sanitaire reste encore aujourd'hui extrêmement préoccupante et fragile. Je tiens à insister sur ce point. Dans ces conditions, il est donc nécessaire de poursuivre la mobilisation contre le virus avec un très haut niveau d'exigence. C'est pourquoi j'ai décidé, en accord avec le président du pays, de reconduire à l'identique l'ensemble des mesures administratives actuelles pour une durée de 15 jours. Cette décision implique donc que le confinement général sera maintenu jusqu'au 20 septembre prochain sur les territoires concernés, c'est-à-dire Tahiti, Moorea, les îles sous le vent. Et je rappelle qu'il y a un certain nombre d'autres territoires qui également sont soumis à des contraintes, mais légèrement moindres. C'est 9 îles des Tuamotu, 2 îles des Australes, et au Tuamotu, nous rajouterons l'île de Hao dans les territoires concernés. L'expérience acquise au cours des derniers jours montre que la majorité de la population respecte scrupuleusement les mesures de couvre-feu. En revanche, j'en appelle, et là solennellement, au civisme et à la vigilance en journée. Il y a encore trop de personnes qui se déplacent sans motif légitime. Plusieurs tavannas m'en ont fait la remarque et j'ai demandé aux forces de police et de gendarmerie d'être davantage présentes sur les routes et de
renforcer leur contrôle. D'ores et déjà, ce sont plus de 21 000 contrôles et près de 900 verbalisations qui ont été réalisées depuis le début du confinement, dont 367 pour défaut de motif de déplacement. Alors je le dis, avoir une attestation ne suffit pas. Il faut avoir un besoin impérieux pour se déplacer, c'est-à-dire un besoin qui ne peut pas être reporté. C'est pour des raisons médicales, aller se faire soigner, pour des raisons professionnelles, aller sur son lieu de travail, ou pour des raisons familiales, c'est-à-dire aller par exemple chercher un enfant qui est gardé ailleurs, mais ce sont des motifs qui ne peuvent pas être reportés, j'insiste sur ce point. Il faut pouvoir justifier de ces déplacements lors des contrôles et ne pas multiplier ces sorties, parce que c'est ça le meilleur moyen de se protéger. C'est pourquoi il est nécessaire, notamment, de ne pas aller faire ses courses en famille. Ce n'est pas un motif de promenade. Les magasins d'alimentation sont ouverts, les rayons alimentation des grandes surfaces sont ouverts, mais ce n'est pas pour aller faire une sortie familiale, c'est pour aller se ravitailler. En clair, on ne va pas à 4 chercher en voiture, chercher une baguette, pour le dire. Je vais rappeler, notamment à Rayatea, j'ai été amené, là, on a fait un déplacement avec le président, on a été amené à rappeler toutes ces consignes avec les Tavanas, qui ont été fortement engagés là, sur ce point. Parce que c'est ça la vigilance, c'est ça nous protéger, c'est protéger tout le monde. Donc il faut que ces comportements cessent pour que les résultats que nous attendons arrivent au plus vite. Également, afin de répondre aux attentes des maires que j'ai rencontrés à Rayatea, dès lundi prochain, le dispositif de limitation des déplacements actuellement applicable au départ de Tahiti pour les avions et pour les bateaux sera étendu pour les déplacements entre les îles sous le vent. C'est-à-dire que pour aller de Bora à Wainé ou aller de Bora à Rayatea, il faudra être soit vacciné, soit avoir un motif impérieux et être testé. Parce qu'on a encore des taux de contamination qui sont trop importants dans ces îles. Alors bien sûr, les mesures concernent les écoles, mais je laisserai le président Fritsch s'exprimer sur ce sujet qui portera les précisions nécessaires. Et donc, nous allons désormais suivre avec attention toujours le faisceau d'indices pour faire évoluer les mesures lorsque ça sera nécessaire. Et ce faisceau d'indices, sans surprise, j'avais eu l'occasion de vous le dire, il est constitué des taux de positivité des tests, du nombre d'appels aux services d'urgence, du nombre de consultations Covid en médecine libérale, du nombre de personnes à domicile soignées avec l'oxygène, du nombre d'entrées à l'hôpital et bien sûr du nombre de réanimations associées à la durée de séjour des patients. Ce sont des indicateurs que nous suivons tous les jours avec les services de santé du pays qui sont fortement tous engagés en la matière. C'est des indicateurs que nous suivons tous les jours. Enfin, de nouveaux dispositifs aussi, je dois le dire, sont à l'étude pour accompagner le retour progressif à la normale. Il faut s'y préparer. Et je pense en particulier à la mise en œuvre du pass sanitaire, pour lequel les équipes du pays et du commissariat travaillent activement et qui pourrait être mise en place pour certaines activités et l'accès à certains établissements recevant du public. Il faut qu'on pense au coup suivant pour nous permettre de nous adapter. Voilà ce que je voulais vous indiquer sur les mesures que nous avons été amenés à mettre en place et à maintenir dans la durée. Et ces mesures sont nécessaires, mais aujourd'hui ne suffisent pas. Il faut également aider les services hospitaliers à faire face au nombre de patients Covid. Alors, localement, il y a eu un très gros travail de réorganisation des locaux, des équipes qui ont été mises en œuvre. Je tiens là aussi à saluer, bien sûr, le personnel de l'hôpital du centre hospitalier de Polynésie française, mais aussi les hôpitaux périphériques. Il s'agit de Staravao, de Moorea, de Touroa, de Marquise. Et les hôpitaux également et les cliniques ont obtenu des résultats admirables et sont parvenus à coopérer au quotidien pour optimiser la prise en charge des patients avec les cliniques Paofaï, de Cardella. Aussi, il ne faut pas oublier le centre Tétiaré ici à Tahiti. Mais ces structures sont parvenues aux limites de ce qu'elles sont capables de produire, malgré l'appui d'une trentaine de soignants de la réserve sanitaire nationale qui sont déjà présents et qui sont arrivés le 15 et le 25 août. C'est pourquoi
Et sur la base des, je dirais, des demandes qui avaient été formulées ici localement par les services du pays et du Haut-Saraya, les plus hautes autorités de l'État ont travaillé pour apporter un soutien massif à la Polynésie française. Alors il faut qu'il n'y ait pas de doute quant à la volonté de l'État de venir en soutien au territoire. Je tiens à nouveau à l'affirmer ici. C'est une question d'esprit de solidarité qui anime la République, notre République, lorsque les temps sont difficiles. Et donc il y a un appel à volontaires qui a été lancé sur l'ensemble de la France hexagonale. Cet appel a été fructueux. Et donc je peux vous confirmer aujourd'hui que nous allons largement dépasser la centaine de renforts que j'avais commencé à annoncer lundi pour une arrivée ce jeudi. Alors, 34 réservistes de Santé publique France sont arrivés sur le territoire hier au soir. Vous avez vu, certains d'entre vous étaient à l'accueil. Ils vont donc rejoindre le CHPF et l'hôpital d'Outouroi. Il y en a 8 qui ont rejoint l'hôpital d'Outouroi. 50 soignants de la solidarité nationale, c'est un autre dispositif. Je dirais, peu importe les dispositifs, tout c'est que ça fonctionne, ça marche bien. Sont arrivés ce matin et seront affectés dans les différents services qui relèvent de la direction de la santé du pays, au CHPF et dans les cliniques. Donc, ils sont arrivés ce matin, ils vont prendre fonction, je pense, commencer peut-être dès ce soir, dès demain matin. Ils vont commencer à travailler. Ils arrivent de toutes les parties de l'Hexagone, du sud-ouest, de l'est, de la région parisienne, partout. Il y a même une Polynésienne, j'ai vu, qui travaillait en métropole et qui était toute fière de revenir au Fénois. Près de 70 réservistes de Santé publique France destinés aux hôpitaux arriveront dans le courant du week-end. Je ne sais pas si c'est samedi ou dimanche. C'est 67. Le dernier décompte là, que j'ai eu juste avant de venir ici, c'est 67 parce qu'il y a toujours des problèmes de papier, de passeport, d'AVE, etc., de tests. Normalement, c'est 67. Il y a également une unité médico-psychologique qui arrivera samedi ou dimanche prochain pour faciliter le travail de toutes ces équipes et venir aussi en soutien au pays. C'est 5 médecins, psychologues qui vont arriver aussi en plus. Et également, pendant le week-end, il y aura une quarantaine de sapeurs-pompiers et de militaires des formations de la sécurité civile qui seront déployés au profit du pays et des communes qui en avaient fait la demande. Alors les sapeurs-pompiers iront dans des centres, il y en aura une vingtaine, qui iront dans des centres communaux d'incendie et de secours, Tairap-Ouest vraisemblablement et Punaouia, et ensuite les militaires des formations de la sécurité civile vont venir, un peu plus d'une vingtaine aussi, vont venir pour vacciner. Ça va être leur mission de venir épauler les équipes du pays pour vacciner. Donc c'est des renforts qui sont massifs, exceptionnels, et qui, je l'espère, vont commencer à couvrir les besoins qui ont été exprimés par les autorités locales. Ils vont permettre d'alléger, bien sûr, les équipes de première ligne. Ça va faire du bien aussi au moral des soignants, de renforcer la campagne de vaccination, d'améliorer la prise en charge des patients, et notamment, je l'espère, par l'ouverture de nouveaux lits de réanimation pour lesquels le pays s'est équipé. Et j'aurai l'occasion de rendre visite aux structures de soins pour voir comment se passe l'arrivée de ces renforts. Avec le président, on est très attentif à ce suivi. Donc dès ces équipes, ça signifie que dès lundi matin, nous aurons plus de 200 personnes qui seront là en renfort du pays. Alors si la communauté des professionnels de santé fait l'objet d'une attention soutenue et prioritaire, je n'oublie pas le monde économique. L'annonce d'une nouvelle période de 15 jours de confinement était attendue. Ce n'est pas une surprise totale. Mais c'est aussi une nouvelle difficile, bien sûr, pour une partie du monde économique, et notamment les professionnels de la filière touristique, les restaurateurs, les commerçants qui sont fermés. Là aussi, il faut penser à l'étape suivante. Et de nombreuses activités sont quasiment à l'arrêt ou tournent au ralenti. Je pense aux prestataires aussi d'activités touristiques, pensions de famille. Et cela survient à un moment où il était prévu une extinction, un arrêt, même progressif, des aides économiques de l'État. Et cet arrêt des aides se traduit dans la France hexagonale.
Mais cela a été dit par le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, l'État va au contraire maintenir dans les territoires d'outre-mer son soutien aux entreprises impactées par ce rebond de la crise sanitaire. Le fonds de solidarité aux entreprises, premièrement, sera donc maintenu et certaines entreprises pourront bénéficier sous condition de perte d'une indemnisation pour une perte de chiffre d'affaires. C'est les entreprises fermées administrativement, les entreprises et secteurs protégés, hôtels, hébergements touristiques, restauration, etc., et les entreprises de moins de 50 salariés. Les précisions seront apportées par nos services auprès des organisations professionnelles et les dépôts des dossiers pourront se faire en ligne dans les prochains jours sur le site internet du Haut-Commissariat. Il y a toujours les aides à la prise en charge des coûts fixes qui restera accessible pour les plus grosses entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 120 millions de francs par mois et les dispositifs de prêts de garantie par l'État qui également sont maintenus. Alors, au total, je rappelle que l'État a versé 23 milliards de francs et demi depuis le début de la crise au titre des aides aux entreprises, en termes de subventions directes aux entreprises. Alors, vous l'avez compris, depuis le début et plus que jamais, l'État assume ses responsabilités et accompagne pleinement la Polynésie française pour l'aider à faire face à la crise dans toutes ses dimensions. Je tiens à réaffirmer cet engagement. On peut en douter à certains moments. Ce n'est pas le cas et nous travaillons toujours avec le pays ensemble pour cela. Mais on doit quand même aussi se poser la question pourquoi en sommes arrivés là. Alors, je sais que certains disent ben voilà, c'est les touristes qui ont mené les virus, fonctionnaires aussi, on l'a entendu c'est encore quelques jours. Mais tous les touristes qui arrivent ici sont vaccinés, quasiment. Fonctionnaires aussi qui arrivent ici. Et nous avions un dispositif d'entrée, nous avons un dispositif d'entrée sur le territoire qui est particulièrement rigoureux et qui est bien supérieur encore à ce qu'on rencontre dans beaucoup de pays du monde. Et il faut dire qu'il y a plus grand monde qui arrive aujourd'hui sur le territoire. Et je vous rappelle en revanche que le variant Delta, probablement, et j'avais eu l'occasion de vous le dire ici, a probablement été introduit par un voyageur non vacciné qui n'a pas respecté sa quarantaine obligatoire en se rendant dans sa famille dès son arrivée sur le territoire. Je crois qu'il faut rappeler quand même ces choses, par honnêteté aussi, et pour que les choses soient bien claires. Et c'est une défaillance individuelle qui a engendré de lourdes conséquences collectives. On ne peut pas mettre un gendarme ou un policier derrière chaque personne, même si l'intéressé avait été rattrapé à plusieurs reprises par les gendarmes. On l'avait replacé 2 fois en confinement, et 2 fois, il est parti. La conclusion est donc simple, malheureusement, et le ministre des Outre-mer l'a rappelé avec clarté, sans concession, depuis Mayotte. Si nous en sommes là, c'est aussi parce que cette épouvantable 4e vague est une épidémie de non-vaccinés. Je crois qu'il faut quand même le dire fortement. Au mois d'août, 88 personnes, des personnes hospitalisées en raison de Covid, ne disposaient pas d'un schéma vaccinal complet. Et les patients non vaccinés représentaient 94% des réanimations Covid. Le docteur Reynal, le ministre, a eu l'occasion de le rappeler à plusieurs reprises. Et je crois que ça, il faut le marteler et continuer à le marteler. Dans tous les pays du monde, c'est la même chose. Le recours à la vaccination, je crois qu'il faut le dire, c'est la seule voie raisonnable, responsable aussi, pour sortir de la crise du Covid qui met l'humanité à l'épreuve, qui met l'ensemble des territoires à l'épreuve. Et en effet, ce n'est pas avec seulement 30% de la population vaccinée qu'il était possible de faire face à la propagation du virus et au déclenchement de ses conséquences les plus graves. Alors, que signifie la propagation du virus dans une population qui est insuffisamment vaccinée et une population qui est donc insuffisamment protégée contre les formes graves de la maladie? C'est bien sûr des malades, des familles endeuillées, l'arrêt de l'économie, des hôpitaux saturés, des personnels soignants à bout. Je crois qu'il faut bien réfléchir à ces questions. Et si nous ne voulons pas connaître une nouvelle vague, au moment où on nous annonce à nouveau peut-être d'autres variants qui arrivent, puis le Delta, le variant Mu, il est cité par beaucoup de chercheurs maintenant, il faut se faire vacciner et il faut se rendre au plus vite dans les centres de vaccination. C'est un impératif d'abord de bon sens et c'est un impératif aussi citoyen.
Et également, à terme, ceux qui ont été contaminés par le virus vont devoir réfléchir à terme à se faire vacciner quand leur protection, leur immunité s'avérera diminuée. Donc, soyons attentifs sur ces questions et continuons à travailler sur cette vaccination. Et c'est pour cette raison aussi que dans les renforts qui sont envoyés, il y a des équipes pour faciliter la vaccination. C'est pour cette raison exactement que j'ai demandé aux forces armées et au RSMA de se mobiliser aux côtés des équipes du pays également pour procéder à cette vaccination, pour être plus mobile, pour aller au plus près des gens, pour faciliter donc les prises de contact. Et on doit parvenir le plus rapidement possible à cette couverture vaccinale qui avait été affichée de 70%, mais il faut aller au-delà. On se rend compte que maintenant, aujourd'hui, la couverture vaccinale doit dépasser les 70%, on parle plutôt de 80-90% pour être efficace. Et les doses pour se faire vacciner sont là. Les livraisons continuent à arriver. Il y a près de 15 000 doses de vaccin Pfizer qui arrivent toutes les semaines. Et on va passer à 22 000 doses livrées par semaine dès la semaine prochaine. Donc il n'est plus temps d'attendre pour se faire vacciner. Je comprends c'est pas une obligation, je le rappelle encore, je sais qu'il y a beaucoup de discussions, de débats. Je crois qu'il y a à peu près 5 milliards de personnes qui sont vaccinées sur la planète aujourd'hui. Et le virus a tué beaucoup plus de personnes que les vaccins n'ont rendu de personnes malades. Je crois qu'il faut être conscient, réaliste sur ces sujets. Et je terminerai aussi en vous demandant de respecter les règles avec toutes les contraintes que cela implique. C'est sûr, c'est des contraintes. Encore, on en rajoute. Depuis 1 an et demi, notre société vit sous ces contraintes. Notre planète vit sous ces contraintes. Vit au ralenti, c'est vrai. Mais cela est nécessaire pour nous protéger et surtout pour nous permettre de redémarrer vers une vie normale. Et l'élément nouveau par rapport à toutes les périodes de crise que nous avons pu traverser, que ce soit début 2020, fin 2020, début 2021, c'est que nous avons ce vaccin. Donc je suis persuadé que grâce à l'effort de tous, nous allons surmonter cette nouvelle épreuve dans laquelle nous sommes engagés. Merci.